Ma copine m'a envoyé un texto, ne m'attends pas ce soir, tu es avec quelqu'un de mieux. J'ai répondu, compris. Puis j'ai publié les photos que j'avais trouvées de son meilleur choix, avec sa femme et ses enfants. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de messages, elle me suppliait de tout supprimer avant que ça ne tombe entre de mauvaises mains. J'ai 32 ans et je suis architecte système. Mon métier consiste à créer des structures logiques et ordonnées à partir du chaos. Mon cerveau est programmé pour raisonner en termes de cause à effet. Si ceci, alors cela. Je n'aurais jamais imaginé appliquer ces compétences au désastre fumant de ma propre vie. Ma copine Clara, 29 ans, et moi étions ensemble depuis 4 ans, vivant dans mon appartement. Je pensais que notre vie était un système stable. Avec le recul, je réalise que notre relation était une application qu'elle faisait tourner sur mon ordinateur. Je fournissais la stabilité et les ressources. Elle, l'interface utilisateur, dynamique et visible. Je pensais que nous formions une équipe. Je n'étais que le serveur au sous-sol. L'alerte de panne système est arrivée jeudi dernier à 22h. J'étais sur le canapé quand mon téléphone s'est allumé. Un texto de Clara. Une exécution, pas une communication. Clara, ne m'attends pas ce soir. Je suis avec quelqu'un de mieux. C'était tout. 9 mots pour mettre fin à 4 ans. Quelqu'un de mieux. Cette phrase était conçue pour faire ressurgir toutes mes insécurités. Mon premier réflexe a été une vague de rage et de douleur. Mais au fil des minutes, quelque chose d'autre a pris le dessus. L'architecte système. Mes émotions se sont estompées, remplacées par une clarté froide et cristalline. Elle avait défini le nouveau protocole. Brutal, concis et non négociable. D'accord. Mes doigts, fermes comme ceux d'un chirurgien, ont tapé une réponse. J'ai compris. Elle avait dit qu'elle était avec quelqu'un de mieux. Mon cerveau logique avait besoin de données. Un rapide coup d'œil à ses stories Instagram m'a montré 2 coupes de champagne qui s'entrechoquaient et un bar chic sur un toit terrasse. L'information cruciale était une étiquette presque invisible. Marcus. J'ai cliqué sur le profil. Marcus Thorn, 48 ans, PDG d'une importante société de promotion immobilière, un ponte local dont le fil d'actualité était une galerie de réussites soigneusement mise en scène. En remontant dans le fil d'actualité, je suis tombée sur une photo de vacances en famille. Marcus, une femme magnifique, et 2 adolescents sur un yacht. La légende, 20 ans avec mon incroyable épouse, Amélia, et nos merveilleux enfants. J'ai cliqué sur le profil d'Amélia. Son profil était également public, un flux de photos de famille idyllique. Sa publication la plus récente datait de cet après-midi même, une photo d'elle et de Marcus, élégants pour un gala de charité. Il avait manifestement laissé sa femme au gala pour rejoindre Clara. J'ai enregistré 3 photos, Marcus et Amélia au gala, la photo de famille sur le yacht et une photo d'Amélia souriante avec ses enfants. J'avais tous les éléments. Clara pensait que Marcus était un meilleur parti, mais elle se basait sur des informations incomplètes. Elle avait oublié de prendre en compte les variables suivantes, Amélia, son épouse depuis 20 ans et leurs 2 enfants. La suite était logique. Il me fallait une réponse directe, non pas à elle, mais à la situation qu'elle avait créée. J'avais toujours accès à ses réseaux sociaux grâce à notre tablette partagée. J'ai ouvert son Instagram et j'ai rédigé une nouvelle publication, et non une story temporaire. J'ai sélectionné les 3 photos que j'avais enregistrées et je les ai disposées en carrousel. La légende était sobre, factuelle et d'une simplicité désarmante. Tellement heureuse de partager la nouvelle. Mon nouvel homme, Marcus Thorn, est vraiment mieux. Je voulais juste prendre un instant pour célébrer sa belle famille, sa femme Amélia, Amélia Thorn, avec qui il est marié depuis 20 ans, et leurs merveilleux enfants. Valeurs familiales, nouveau départ, meilleure perspective. J'ai identifié Marcus, sa femme, son entreprise et l'école privée de ses enfants. Je voulais que la nouvelle se propage sur tout le réseau. J'ai cliqué sur « Partager ». Pendant 1 minute, le silence. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer sans cesse, un bourdonnement sourd et agacé. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai ignoré l'appel. Puis les messages ont commencé à affluer,
un torrent de panique. Léo, qu'est-ce que tu as fait? Supprime-le immédiatement. Sa femme l'a vu. Oh mon Dieu! Sa femme l'a vu. Tu es en train de me gâcher la vie. Supprime ce message tout de suite. S'il te plaît, Léo. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Supprime-le, c'est tout. J'ai vu les messages affluer. Elle ne regrettait pas d'avoir trompé. Elle regrettait de s'être fait prendre. J'ai pris mon téléphone, j'ai lu son dernier message désespéré et j'ai tapé ma réponse. Je comprenais. Puis j'ai bloqué son numéro et éteint mon téléphone. Le système fonctionnait désormais comme prévu. Le bug avait été signalé. Il ne me restait plus qu'à attendre le plantage. Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée depuis la publication. Quand on fait exploser une bombe dans la vie de quelqu'un, les éclats volent dans tous les sens. La nuit où j'ai publié le message, j'ai étonnamment bien dormi. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain, c'était un champ de bataille de notifications. Clara avait supprimé le message, mais pas avant qu'il ne soit capturé d'écran et partagé des centaines de fois, devenant viral dans notre communauté en ligne locale. La première confrontation a eu lieu cet après-midi-là. Des coups frénétiques à la porte de mon appartement. C'était Clara. Son visage était maculé de mascara, sa sœur aînée Chloé se tenant derrière elle comme un nuage d'orage. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Léo, a crié Clara. Laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, Clara, dis-je d'un ton égal. C'est toi qui as tout gâché. Espèce de folle. Cracha Chloé. Tu as ruiné sa vie pour un simple texto. Ce n'était pas un simple texto, répliquai-je. C'était un constat. J'ai juste apporté un peu de contexte à son annonce. Du contexte? Gémit Clara. Tu as tagué sa femme et l'école de ses enfants. Amelia Thorne m'a appelé à 2 heures du matin en hurlant. Marcus a été viré. Le conseil d'administration de sa boîte a invoqué la clause de moralité de son contrat. Il a tout perdu et il me tient pour responsable. Une petite voix sombre en moi a ressenti une lueur de satisfaction. Le juriste en moi a simplement constaté la propagation efficace des conséquences. Ça risque de poser problème à toi et à Marcus, dis-je. Le ton de Clara changea. L'écoute, ma chérie, s'il te plaît. J'ai fait une bêtise. C'était une terrible erreur, mais ce que tu as fait est bien pire. Tu dois réparer ça. Réparer ça? Les preuves sont déjà là. Clara, mes affaires sont là-dedans. Elle s'est mise à crier soudainement. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes œuvres d'art. Ah oui, les œuvres d'art. Pour son anniversaire l'année dernière, j'avais commandé une œuvre personnalisée et coûteuse à un artiste qu'elle admirait. 3 grands panneaux représentant des villes liées à notre relation. C'était son objet préféré, qu'elle adorait exhiber. Tu peux convenir d'un moment pour venir récupérer tes affaires, ai-je dit d'un ton plus sec. Envoie-moi un texto depuis le téléphone de Chloé. Je vais tout emballer dans l'entrée. Tu ne remettras plus les pieds chez moi. J'ai claqué la porte au milieu de leurs cris et j'ai verrouillé la porte. Ma détermination était inébranlable. 2 jours plus tard, la police est venue faire un contrôle de routine. Une amie inquiète avait appelé, prétendant que j'étais instable et un danger pour moi-même ou pour les autres. C'était clairement l'œuvre de Chloé et Clara, une tentative de me faire passer pour la méchante. J'ai expliqué calmement la situation et les policiers sont partis, mais l'humiliation était le but recherché. J'ai porté plainte pour abus de service d'urgence. Puis sont venues les demandes d'argent et la campagne de diffamation. Clara Hara, par l'intermédiaire de Chloé, a exigé de l'argent pour sa contribution aux dépenses du ménage et les 6 premiers mois de loyer d'un nouvel appartement. Elle a insisté pour que je lui rende le ticket de voyage. Au même moment, des amis communs ont commencé à m'envoyer des textos disant que j'étais allée trop loin. Elle inventait une histoire de moment d'égarement provoqué par une réaction psychotique, omettant opportunément son texto froid et brutal. Je lui devais des réparations pour la vie qu'elle avait détruite de ses propres mains. J'ai passé la semaine à me démêler méthodiquement.
J'ai changé les serrures et emballé toutes les traces de son existence. Les tableaux sont toujours accrochés au mur, un rappel constant et douloureux. Leur comportement s'est aggravé. Ma prochaine action doit être tout aussi méthodique et définitive. Deuxième mise à jour. L'escalade que j'avais prédite est arrivée. Plus machiavélique que prévu. Il n'essayait pas seulement de m'intimider. Il cherchait à détruire ma vie. Les affaires de Clara ont été récupérées samedi dernier. Chloé a envoyé un SMS et ils sont arrivés avec leur mère, Eleanor, une femme qui me regardait toujours avec une légère désapprobation. J'avais soigneusement empilé tous les cartons dans l'entrée. Léo, je suis tellement déçue de toi, commença Eleanor. Clara a fait une erreur de jeune fille. Ce que tu as fait est monstrueux. Mes actions sont une conséquence directe des siennes, dis-je d'une voix neutre. Elle a mis fin à notre accord. J'exécutais les dernières clauses. Clara fixait le mur du salon derrière moi. Le triptyque, dit-elle d'une voix basse et impérieuse. Où est-il? Le triptyque ne fait pas partie de tes affaires, ai-je déclaré. C'était un cadeau, hurla-t-elle. On ne garde pas un cadeau. C'est du vol. Un cadeau a une valeur sentimentale, rétorquai-je. Tu as dénaturé cette valeur. Le cadeau n'a plus de valeur. C'était leur signal. Ils tentèrent de me bousculer pour entrer dans l'appartement. Je bloquai la porte, appuyé contre le chambranle. Tandis qu'ils criaient et me poussaient, je sortis calmement mon téléphone. J'enregistre. Vous essayez de pénétrer de force chez moi. Le prochain mot que vous prononcerez servira de preuve dans la demande d'ordonnance restrictive que je déposerai lundi. Ils se figèrent. Le mot « preuve » fut la seule chose qui parvint à les faire vaciller. Ils prirent les cartons et partirent, non sans que Clara me lance un regard venimeux. « Tu vas le regretter, Léo. » Je n'ai pas fini. J'avais raison. Mardi, j'ai reçu un courriel du service des ressources humaines de mon entreprise. Objet, plainte formelle. Une plainte anonyme m'accusait d'utiliser les ressources de l'entreprise pour du harcèlement en ligne et d'avoir un comportement instable. Ils essayaient de me faire licencier. Mon patron, un homme qui valorise la logique, m'a convoqué. Je lui ai exposé la situation factuellement, en lui montrant le premier message de Clara. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une vengeance personnelle. Il a écouté, a soupiré et m'a assuré que mon emploi était garanti. Pendant que les RH suivaient la procédure, j'étais en sécurité, mais cette tentative constituait une violation grave. Ils avaient franchi la ligne rouge. Ce soir-là, je savais quoi faire concernant le tableau. Le lui donner revenait à récompenser son comportement. Le garder serait un rappel douloureux. Le détruire me semblait trop chaotique. J'ai choisi une troisième option, la plus logique. J'ai envoyé un courriel à Ben, l'artiste à qui j'avais commandé l'œuvre. Je lui ai expliqué que les circonstances avaient changé et que je souhaitais lui demander une modification. La première case, la ville où nous nous sommes rencontrés, resterait un début. La deuxième case, nos premières vacances, je voulais qu'il recouvre la première case d'un noir mat uni, un vide, une valeur nulle. Pour la troisième, celle où je lui disais « je t'aime », je lui ai demandé de la recouvrir d'une représentation photoréaliste d'une benne à ordures en feu. Ben était intrigué par l'histoire et le défi artistique. Je l'ai payé et le lendemain, j'ai apporté les cases à son atelier. En les quittant, j'ai ressenti un profond soulagement. Je ne détruisais pas le passé. Je le modifiais, je corrigeais les passages corrompus. Quelques jours plus tard, une mise en demeure est arrivée, envoyée par un avocat engagé par Marcus Thorne, exigeant des excuses et une somme à 5 chiffres. L'avocate de mon entreprise y a jeté un coup d'œil, a ricané et a dit que c'était une tactique d'intimidation. Une procédure de communication de pièces serait un suicide professionnel pour lui, l'obligeant à témoigner sous serment au sujet de cette liaison. Elle a renvoyé une réponse cinglante, et nous n'avons plus jamais eu de leurs nouvelles. Clara et sa famille gardent le silence pour l'instant, ignorant que j'ai déjà fait mon coup final. Dernière mise à jour, 7 mois se sont écoulés depuis. Le chaos s'est apaisé, remplacé par une vie calme et ordonnée qui m'appartient entièrement.
Le dénouement ne s'est pas fait dans un fracas, mais dans le clic froid et satisfaisant d'un système exécutant sa dernière commande. Quelques semaines après ma dernière mise à jour, l'image modifiée était prête. L'artiste avait fait un travail magistral. Le début, le vide et le glorieux désastre. C'était parfait. Je l'ai raccroché au mur. Plus un monument à une relation morte, mais une œuvre d'art moderne sur la cause et l'effet. Pendant un temps, le calme est revenu. J'ai entendu dire que Clara avait du mal à survivre, logeant chez des membres de sa famille. Sa carrière d'influenceuse était au point mort. Puis une demande de contact est apparue d'un nouveau compte. C'était elle. Clara Léo, je sais que tu m'as bloqué. J'ai beaucoup réfléchi. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais perdue et j'ai gâché la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu me manques. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, un autre message. Clara, cette œuvre que tu as commandée, c'était notre histoire. Je sais que tu es en colère, mais elle nous appartient. Je donnerais n'importe quoi pour la récupérer. Juste comme un souvenir des bons moments. Son intention était claire. Elle essayait de se frayer un chemin pour récupérer le seul bien précieux qu'elle estimait lui être encore dû. Son sentiment de droit était toujours là, simplement enrobé de faux regrets. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une photo de haute qualité du ticket de voyage modifié sur mon mur. Je suis ensuite allée sur le site web d'une maison de vente aux enchères locale réputée et j'ai soumis l'objet pour leur prochaine vente caritative. J'ai rédigé une provenance détaillée mais anonyme, intitulée « Mise à jour du système, une étude de cause à effet ». J'ai fixé une mise à prix raisonnable, avec 100% des recettes reversées à un refuge pour femmes de la région, plus précisément à un refuge qui aide les femmes et les enfants fuyant des situations familiales instables. L'ironie était voulue, pas un défaut. Le jour du lancement de la vente aux enchères, j'ai finalement répondu à Clara. Je n'ai pas utilisé de mots. Je lui ai simplement envoyé le lien direct vers l'annonce. La réponse, visible dans ma barre de notification, fut immédiate. Clara, c'est une blague ? Tu as tout effacé. Un vrai désastre. Tu es folle ? Clara, tu vends nos souvenirs aux plus offrants. Comment peux-tu être aussi cruelle ? Son masque de remords se désintégra. Ce n'était pas la perte de nos souvenirs qui la rendait triste. C'était la perte financière qu'elle ne pouvait plus en retirer. La vente aux enchères prit un essor inattendu. Un blogueur d'art local populaire s'empara de l'histoire, fasciné par le contexte dramatique et anonyme. La mise à jour du système devint le sujet de conversation principal de la vente. Les enchères furent féroces. L'œuvre fut vendue pour près de 3 fois le prix initial. Une somme importante fut reversée à une noble cause. L'histoire de sa trahison, immortalisée dans l'art, avait permis de financer un refuge pour d'autres. C'était la conclusion la plus logique, élégante et juste que j'aurais pu imaginer. Les conséquences pour elle furent catastrophiques. Sa dernière pièce de théâtre avait échoué. J'ai entendu dire que ses relations avec sa sœur et sa mère s'étaient considérablement détériorées sous le poids de sa dépendance financière et de ses drames. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle travaillait. Un boulot administratif subalterne et un petit appartement dans un quartier difficile. La vie qu'elle pensait accéder à une vie meilleure et le confort qu'elle avait abandonné avaient disparu à jamais. Le divorce de Marcus a été prononcé il y a quelques mois. Son ex-femme, Amelia, l'a dépouillé de tout, récupérant la maison et la majeure partie des biens. Sa réputation est ruinée. Je suis en paix. Mon appartement est calme. Je vois quelqu'un d'autre. Une femme indépendante, qui comprend que les relations sont des partenariats, pas de simples services. L'espace sur le mur de mon salon est vide, mais j'y vois une opportunité. Clara m'a traité de robot sans sentiment. Elle avait tort. Je ressentais tout. J'ai simplement choisi de transformer ces sentiments en une réponse logique et structurée. Elle voulait mieux. Au final, je lui ai simplement offert une meilleure histoire. Une histoire où elle n'était pas l'héroïne qui s'en sortait indemne, mais l'antagoniste qui devait assumer les conséquences inévitables de ses actes.